tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs une damnation sociale créant artificiellement en pleine civilisation des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que, dans certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Ainsi s'exprimait Victor Hugo dans la préface des Misérables, publiée voici 150 ans, en 1862. Face aux béni-oui-oui, aux gagnants et à tous ceux qui, lors de leur accession au pontificat, s'autoproclament bien dits, l'émission Les Maudits voudrait redonner la parole et la vie aux opprimés, aux persécutés, aux oubliés, mais aussi aux marginaux, aux mécréants et, enfin, surtout, aux révoltés dans l'histoire. Comprendre le monde d'aujourd'hui et construire la société de demain au départ de l'analyse des luttes du passé et de l'intelligence d'œuvres littéraires et philosophiques, telles sont les voies empruntées dans cet Athénée libertaire pour participer à l'émancipation du genre humain. J'ai le plaisir de recevoir ce soir André Jacques. André Jacques, qui fut avocat, qui a participé au collectif des avocats du barreau de Bruxelles à la fin des années 60 et au début des années 70, a fait une grande partie de sa carrière dans l'administration, où il s'est occupé, entre autres choses, de rénovation urbaine. Il a participé également au programme d'insertion des jeunes dans la société. Ce soir, il va venir nous parler d'un thème ô combien essentiel dans le cadre de cette émission, à savoir la révolte. Nous allions, changeant de pays plus souvent que de souliers, à travers la guerre des classes, désespérer là où il n'y avait qu'injustice et pas de révolte. Je viens de citer quelques lignes d'un poème écrit par Bertolt Brecht, poème intitulé « À ceux qui viendront après nous ». Tout de suite, une première question à mon invité. En deçà ou au-delà de toutes ces définitions, qu'est-ce que la révolte évoque spontanément pour toi? Mon attirance naturelle pour la révolte est quelque part subjective. Je dois sans doute en trouver les racines dans ma jeunesse, ma prime enfance, une grand-mère, personnage que j'ai mythifié et qui était, je pense, ce que l'on appelle une révoltée, qui ne pouvait jamais, je dirais, se taire devant des choses qui la choquaient, soit personnellement, soit à l'égard des autres. Et puis ensuite aussi toute une jeunesse passée à Bruxelles, dans le centre-ville, et dans les années, j'étais gosse, et dans les années 50, nous voyons passer, je dirais, quasiment quotidiennement, défilés, protestataires, etc., dont les plus importants furent les défilés au moment de la question royale, l'année 50, la guerre scolaire, année 54, les marches lamandes sur Bruxelles qui en sont suivies, etc., etc., etc. Et naturellement, moi, de mon balcon du 4e étage, je dirais que la vue des uniformes causant en moi une certaine excitation, voire agressivité tout à fait naturelle et
je dirais, instinctivement, j'étais du côté, je dirais, de ceux qui protestaient, qui s'indignaient, et nous y reviendrons sans doute sur les raisons pour lesquelles ils le faisaient. Mais c'est donc tout à d'abord une réaction subjective, ce n'est pas une réaction raisonnée, la raison elle est venue, enfin je l'espère, quelques années plus tard. Merci beaucoup. Et c'est dans ce sens-là que j'espérais que tu répondes. Maintenant, je vais te poser une question peut-être un peu difficile, et j'espère que tu ne la vivras pas comme un piège. Quels sont, d'après toi, les moyens que peuvent mettre en place, je dirais, certains travailleurs, parce qu'on sait bien que l'homogénéité et l'unité n'est pas toujours celle qu'on pourrait attendre, pour résister au rouleau compresseur du capitalisme lorsqu'il se trouve dans un environnement social, je veux dire au sein des entreprises, où règne la concurrence mise en place par les patrons et où se trouve également, où la délation est encouragée. Et peut-être tu vas me faire une réponse qui distingue sans doute le secteur public du secteur privé. Et immanquablement. Parce qu'il est bien. Il faut reconnaître tout d'abord que la situation du travailleur dans une entreprise publique, fût-elle industrielle, puisqu'il reste quelques entreprises publiques industrielles malgré tout, il est quelque part, je n'aime pas le terme, mais il est quelque part protégé par un statut, par des règles, je dirais, qui sont quand même plus normatives et qui s'imposent, je dirais, à l'employeur, fût-il l'autorité publique. Alors que dans le secteur privé, l'arbitraire est là et la sanction ultime pour le travailleur, c'est évidemment ce qu'on appelle vulgairement le C4, à savoir que celui que l'on suspecte d'être opposé au système mis en place s'en trouve éjecté. Donc difficulté extrême pour lui. Les luttes, elles doivent continuer, mais les luttes passent, je pense, non pas par le caractère individuel d'une révolte, parce que celle-là, elle sera immédiatement, je dirais, cassée sans trop de difficultés par l'employeur. Elle se trouve dans, évidemment, la recherche d'unité avec ses camarades. C'est ce que nous démontre toute l'histoire du mouvement ouvrier. Et là, on retourne sur les classiques, on ne peut pas en faire abstraction. Il faut, évidemment, faire rejouer au mouvement ouvrier le rôle qui a été le sien il y a, hélas, bien des années, et que ses dirigeants ont aujourd'hui oublié. Pourrais-tu, au fond, rappeler quelques exemples de désobéissance active au XXe siècle? Oui, il y a évidemment les exemples célèbres retenus par l'histoire. Hein. Donc, alors je ne vais pas les aborder eux. Donc, bien sûr, il y a Gandhi, donc Mandela, tous ces personnages qui maintenant appartiennent véritablement donc à l'histoire non seulement de leur pays, mais de l'humanité. Ce que j'ai retenu pour ces dernières années, parce que c'était un petit peu cela qui m'intéressait, c'était de voir s'il était possible de se révolter dans un univers aussi formaté, normalisé que le nôtre, parce que souvent nous nous disons « Mon Dieu, que veux-tu que j'y fasse ?» Nous sommes conscients d'un certain nombre de choses, nous sommes conscients et nous nous indignons, etc. Mais après, on rentre chez soi quelque peu découragé en se disant que faire. Et c'est pour ça que je me suis penché sur certains mouvements qui se sont fait jour en France et dans un monde dont tu es proche, Jean-Michel, puisqu'il s'agit du monde des enseignants. Et là, se sont développés des actes de résistance active. Donc, les écrivains, les discoureurs, comme je les appelle un peu, ont formulé une série de différenciation entre les désobéissants, les désobéisseurs, etc. Je dirais que, revenons-en au mot simple, c'est l'action d'une série de gens qui, que ce soit dans les entreprises, dans leur milieu, ont posé un acte de désobéissance revendiqué. Donc ce n'est pas une désobéissance passive. À la limite, ne rien faire pourrait être une désobéissance, mais elle est quelque peu passive. Ils ont posé des actes de résistance active, et non seulement, il en a beaucoup. Nous pouvons citer parfois ce fonctionnaire qui
gérant un dossier d'allocation familiale, va plutôt que chercher les obstacles qui permettra à quelqu'un d'en bénéficier, va trouver peut-être la formule qui dans le dossier permettra d'y arriver. Donc c'est ce que j'appelle là de la résistance ou de la désobéissance active, mais il y a celle qui est revendiquée. Et celle-là, en France, dans le monde de l'enseignement, ce sont notamment à l'initiative d'un garçon Alain Réfalo, donc, qui a un beau jour, au nom de principes supérieurs, a écrit à son directeur d'académie en lui disant « Monsieur le directeur, je refuse d'appliquer telle directive ». C'était dans le cadre de choses que je peux développer un petit peu, contre ce qu'on appelait le dossier base, notamment, qui est un dossier qui créait, je dirais, pour chaque jeune en âge de scolarité, dans le mouvement donc, de l'éducation élémentaire, donc ce que nous appelons ici le primaire, qui était une constitution d'un dossier qui serait presque, je dirais, si on pouvait prendre une comparaison facile, ce qui est le casier judiciaire pour le citoyen adulte. Ce casier scolaire reprenait non seulement les résultats de l'élève, mais également ses origines, son milieu, d'où il venait, les difficultés auxquelles il avait à faire face, éventuellement les difficultés auxquelles le système enseignant avait eu à faire face avec cet élève. Dossier non seulement remis à l'administration de l'éducation nationale, mais également adressé aux mairies. Les mairies, là nous tombons dans le pouvoir administratif, et bien sûr c'était là. C'est pour ça que je parle véritablement d'un casier. C'était un casier scolaire équivalent au casier judiciaire qui suivait l'enfant durant toute sa scolarité et qui créait quelque part une discrimination positive à l'égard de ces enfants parfois en difficulté. Alain Réfalo a refusé d'appliquer ces directives. Donc il a également refusé l'application, je dirais, de ce qu'on appelait le rejet de l'assistance spécialisée à des enfants. Donc M. Darcos, ministre de l'Éducation nationale, avait mis en place un système, je dirais vraiment, j'utilise l'expression au faux cul. Il avait dit, mais voilà le programme scolaire 26 heures, j'en fais 24 pour que 2 heures soient consacrées à de l'aide aux enfants en difficulté. Ça paraissait sympathique. Sauf que ces 2 heures étaient prodiguées par les enseignants n'ayant aucune formation aux enfants en difficulté, alors qu'auparavant, il y avait la mise en place d'une aide spécialisée avec psychologue, éventuellement logopède, enfin une série de spécialistes, je dirais, pouvant assister l'enseignant dans, évidemment, donc appelons ça le rattrapage de l'élève en difficulté. Là aussi, donc, ces enseignants se sont inscrits dans un mouvement. Alain Réfalo a fait école, c'est le cas de le dire, puisque je dirais 3000 de ses collègues, en quelque sorte, l'ont suivi dans son mouvement de protestation. Cela montre aussi que le pouvoir peut être faible lorsqu'on l'attaque sur des valeurs. Donc le dossier base a fait l'objet notamment de recommandations de la part des commissions spécialisées à l'Organisation des Nations Unies. Donc, parce qu'il a été rejeté, on a considéré qu'il y avait là une politique discriminatoire dans l'édification de ce fameux casier scolaire dont j'ai parlé il y a un moment. Le pouvoir a dû reculer, mais il recule, il n'abandonne jamais le pouvoir. Vous savez cela, Jean-Michel. Mais il y a pendant que tu étais en train de t'exprimer, me venait à l'esprit, dans le même registre, même s'il s'agit évidemment d'un contexte tout à fait différent, et là où le pouvoir ne recule pas, le cas des les refouzniks, c'est-à-dire ces soldats israéliens qui refusent d'aller se battre contre les Palestiniens et qui, eux, savent pertinemment que le pouvoir ne va pas reculer et ils se retrouvent emprisonnés. Évidemment, là, ils connaissent le rapport de force. Dans le cas de cet enseignant français dont tu parlais, il ne connaissait pas l'issue, il ne savait pas si le pouvoir allait reculer, il prenait évidemment beaucoup moins de risques aussi, hein, allait reculer ou pas, tandis que là, ce mouvement est quand même, disons, il a une portée qui a du sens, puisqu'on en parle dans la presse, et c'est quand même un moyen de faire aussi pression sur le gouvernement israélien. L'essentiel est d'ailleurs qu'on en parle dans la presse, parce que n'en parlerait-on pas que je craindrais vraiment pour leur sort ultime. Donc tu comprends ce que je veux dire. Pays qui se déclare en situation de guerre, et donc on sait qu'en situation de guerre, ce
qu'on pourrait assimiler à une désertion pourrait être passible évidemment de la peine maximale, oui, c'est-à-dire l'exécution. Ici, je dirais que ce problème se rapproche quelque peu de ce qu'on appelle l'objection de conscience en quelque sorte, qui est également, bien sûr, une forme de résistance basée là sur un concept plus éthique, voire même religieux. Donc, je refuse de donner la mort. Donc, il faudrait analyser cela plus en détail pour voir sur quelle base ces soldats ont refusé donc d'accomplir, je dirais, leur service militaire, ou en tout cas des actions, je dirais, de guerre en accomplissant leur service militaire. Mais ça se rapproche de l'objection de conscience. Souvent, je dirais que le pouvoir, toujours malin, tourne la difficulté. Il les intègre dans des services de secours, ambulanciers, etc., etc. Souvent d'ailleurs plus exposés que les autres. C'est ça. Est-ce que, d'une manière plus générale maintenant, pourrais-tu nous dire quelles sont les autres formes que la révolte peut prendre, autres donc politiques ou sociales, c'est-à-dire les deux formes qui ont été évoquées jusqu'à présent? La révolte, je l'ai dit, donc je ne sais pas si tu qualifies de social ce dont j'ai parlé en ce qui concerne donc les enseignants, mais comme autre type de révolte, il y a eu encore une fois donc le refus d'application d'un certain nombre de directives en revendiquant une valeur supérieure, que ce soit une valeur législative, principe, Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple. Et comme mouvement, on a cité celui au sein d'EDF, de nouveau en France, d'EDF, qui, au nom, je dirais, du droit de toute personne aux fournitures élémentaires en matière d'énergie, on dit, nous rétablissons donc l'alimentation, que ce soit donc chauffage, électricité, etc., etc., fût-ce même à des personnes en situation irrégulière. Ils ont posé ces actes-là en se revendiquant, encore une fois, des principes, je dirais, supérieurs. Oui, mais ce à quoi je pensais, c'était plutôt des formes de type intellectuel, c'est-à-dire artistique ou philosophique. C'est à ça que je pensais. Oui, d'accord. Donc je comprends. Mais oui, bien sûr que la révolte peut toucher tous les domaines. Donc elle peut être, je dirais, dans le domaine de la musique. Enfin, certains contesteront peut-être que je qualifie cela de musique, mais prenons l'exemple du phénomène punk en Angleterre. C'était un mouvement de révolte. De révolte, en tout cas mesurée, parce que on verra cela plus tard. La révolte a comporté deux aspects, une négation de quelque chose, mais aussi, je dirais, une action en vue de quelque chose, ce qui n'était pas le cas du mouvement punk. Mais il y a bien sûr en littérature, donc un Lautréamont, un Sade, bien évidemment, sont des personnages qui mettent en œuvre, je dirais, une action de révolte individuelle. Donc il y en a encore... qui peuvent mener loin, parce que ça l'a quand même conduit à l'asile, en prison. Qui peuvent évidemment mener loin, et là aussi le pouvoir peut faire l'objet d'une certaine violence, ou d'une violence certaine, en estimant que l'on touche là à certains principes élémentaires. La révolte peut être aussi dans le cinéma un Godard, comme démarche individuelle. La nouvelle vague, même si ça peut paraître, je dirais, plus innocent dans un premier stade philosophique, hein, donc Nietzsche, Castoriadis, etc. sont les deux exemples qui me viennent comme cela, donc à l'esprit, donc en premier lieu. Alors passons peut-être maintenant à ton centre d'intérêt principal, à savoir la révolte aux États-Unis, et plus particulièrement dans les années 60 avec le mouvement pour les droits civiques. Le mouvement pour les droits civiques, tout d'abord, il trouve ses germes, bien évidemment, parce qu'on n'en parle jamais, mais donc lorsqu'un tel mouvement se met en place, il a, je dirais, comme racine toutes les révoltes que l'on a pu connaître parmi les esclaves noirs. Donc aux États-Unis, même chose d'ailleurs, ça s'est passé dans les Antilles, dans les Caraïbes, de nombreuses révoltes d'esclaves, voire même sur les bateaux négriers qui les amenaient là-bas, ont eu lieu.
on les a oubliés, leurs noms ne sont même pas connus. Je dirais que quelqu'un comme Kropotkin en parlera comme étant les citadelles, les sentinelles perdues. Je crois que c'est l'expression donc qu'il utilise. Le mouvement des droits civiques, pour nous donc Européens qui voyons ça d'un peu plus loin, se développe, je dirais donc en faveur de l'émancipation donc américaine. Et le fer de lance ayant été donc le mouvement déclenché par Martin Luther King. Alors, ce mouvement, il se développe très fort donc durant les années 60 et ira donc, je dirais, quasiment. Tu peux citer quelques exemples, hein, peut-être dans les années 60. Dans les années 60. Auditeurs, je crois que ça vaut la peine. Oui, dans les années 60, moi, tu le sais, donc je suis amateur de jazz et il y a eu, tu as parlé tout à l'heure de révolte individuelle dans le monde de la musique, par exemple. Il va de soi qu'un Joel Coltrane, donc lui aussi, lorsque se produit cet événement affreux qu'est donc l'incendie d'une église dans une ville je crois, de l'Arkansas ou du Mississippi. Donc 4 jeunes filles sont brûlées vives, en quelque sorte, là, et il écrira donc ce morceau, donc Alabama, c'est en Alabama que ça s'était passé, qui est un morceau merveilleux. Des gens comme Charlie Mingus, qui a écrit les fables sur Phobus, qui était un gouverneur de l'Arkansas, et avec des paroles d'ailleurs, parce que tous ces musiciens ont été la plupart du temps donc censurés, donc avec des paroles qui étaient des paroles extrêmement donc violentes de la part donc de ces musiciens et de ces auteurs. Donc le mouvement s'est développé. Je ne sais pas si c'est déjà le moment d'en parler. On parlera peut-être plus tard de Martin Luther King. Donc, je voudrais d'abord te poser une autre question. Comment s'insère le mouvement contre la guerre du Vietnam aux États-Unis? Est-il parallèle ou, je dirais, intimement lié au mouvement pour les droits civiques? Autrement dit, est-ce qu'il s'agit d'un même combat pour une société bâtie sur des valeurs autres que celles invoquées lors de la guerre froide, c'est-à-dire la défense, entre guillemets, du monde libre, face au totalitarisme communiste? Alors là, on touche, mais c'est un avis évidemment personnel, et je comprendrai que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce que je vais dire, mais il y a eu là une profonde ambiguïté, et que l'on a partagé, nous, dans nos mouvements, ici, donc dans les années 60, 80, au moment où nous aussi nous manifestions, je dirais, contre la guerre au Vietnam, mais en se référant à certains des concepts que tu as cités donc, il y a un instant. Nous avons cru aux États-Unis tout un temps que le mouvement contre la guerre du Vietnam était un mouvement de protestation, de révolte générale contre un type de société, je dirais, appelons-la grossièrement parlant, donc capitaliste, avec toutes les valeurs ou non-valeurs qu'elle véhicule. En fait, je crois que nous nous sommes illusionnés. Donc ce mouvement contre la guerre du Vietnam, je dirais, s'est éteint, le mouvement étudiant en tout cas, c'est globalement éteint dès l'instant où, à partir des années 68, le retrait des troupes américaines au Vietnam a commencé. Et d'ailleurs, si on avait eu un œil peut-être plus attentif, mais ce regard aurait peut-être dû être le même avec donc, le mouvement pour les droits civiques. Donc nous aurions pu voir que les contestataires américains, notamment certains réfugiés en Europe parfois, où beaucoup étaient réfugiés au Canada, donc les objecteurs, les déserteurs, etc., au fond, étaient fort peu préoccupés par notre univers politique, je dirais, général, alimenté donc, par la vision sans doute marxiste, socialiste, appelons-la comme on veut, qui était la nôtre ici en Europe. Eux, une fois écarté le danger, finalement c'était ça, d'aller se faire trouer la peau au Vietnam, ils ont arrêté, le mouvement de contestation s'est arrêté, globalement. Donc c'était essentiellement pour toi, je dis globalement de nouveau. Globalement, bien sûr. Il y avait évidemment des gens certainement très motivés pour des raisons plus qu'honorables, hein, mais donc c'est essentiellement une vision à
court ou à moyen terme, et d'autre part une vision assez individualiste qui finalement est celle du monde capitaliste justement, ou enfin, de cette idéologie libérale que l'on pourfend constamment. Globalement, pour moi, oui, si ce n'est, comme tu viens de le souligner, quelques petits noyaux plus, je dirais, idéologiquement, je dirais, plus avancés. Mais globalement, dans sa grosse majorité, ce mouvement que nous croyons, nous, c'est en voir la possibilité de s'étendre, de gagner un petit peu appelons-le, le monde, pour avoir un changement fondamental, ne s'est pas produit. Donc il s'est éteint tout naturellement dès l'instant où le danger s'est écarté. Je m'excuse. Voilà. Où placerais-tu dans ton curseur, si je puis dire, quelqu'un comme Angela Davis? Angela Davis, elle, c'est autre chose, évidemment. Donc elle appartient d'abord, elle fait la jonction, quelque part, entre le mouvement contre la guerre du Vietnam, mouvement étudiant, ce qu'elle était, donc, et le mouvement pour l'émancipation, donc le mouvement pour les droits civiques. Elle était évidemment une idéologue, quelque part, auteur d'une brillante thèse, d'ailleurs, je dirais. Donc, Angela Davis, dont le souvenir m'en revient maintenant, il faut bien, je le rappelle, souvenir extrêmement douloureux pour elle. L'origine, peut-être, de son engagement s'est trouvée dans le fait que les 4 petites filles dont j'ai parlé tout à l'heure, donc brûlées vives dans l'incendie de cette église, donc là-bas dans le sud des États-Unis, une des petites filles était sa voisine, donc elle la connaissait, c'était sa compagne de jeu, donc elle a vécu, je dirais, dans sa chair cet événement dramatique. Elle s'est engagée immédiatement dans le mouvement, mais avec, encore une fois, je le dis, tout un background idéologique. On a d'ailleurs essayé de la rendre, de la condamner pour meurtre à un certain moment. Elle en a été acquittée. Alors peut-être c'est le moment de nous attacher un instant au célèbre discours de Martin Luther King à Washington en 1963, I Have a Dream. Alors pourrais-tu lire les passages de ce texte, de ce célèbre discours qui te semble significatif et commenter ces passages justement par rapport à ce que tu viens de dire précédemment, et qu'il faut en avoir une lecture qui est peut-être pas celle que l'on en a peut-être habituellement de manière un peu trop naïve. Alors d'abord, une mise au point. Il va de soi que le mouvement des droits civiques, l'action de Martin Luther King s'imposait. Donc ce n'est pas du tout une critique à l'égard de l'homme, c'est sans doute une vision peut-être moins lyrique de ce discours à laquelle je me suis livré en le disant in extenso en français. Et pourquoi j'ai dit qu'il fallait regarder ce mouvement avec le même regard un peu distant que nous l'avons eu à l'égard de ceux qui protestaient contre leur départ de la conscription au Vietnam, même distance, parce qu'en fait, que revendique le mouvement noir? Mais il revendique tout simplement l'intégration à égalité de chance avec, je dirais donc, le monde blanc. Et dans le texte du discours, quand on le relit, j'ai noté un certain nombre de passages. Martin Luther King fait d'abord allusion, bien sûr, donc, à la déclaration d'un siècle plus tôt sur l'émancipation, donc la fin donc, de l'esclavage. Et que dit-il? Il dit qu'un siècle plus tard, dit-il, les Noirs représentent un îlot de pauvreté au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. Et il poursuit un petit peu plus loin. Nous venons à Washington ce jour-là, demander en quelque sorte le paiement d'un chèque. Vous voyez que les termes sont vraiment, je dirais, assez pratiques. Donc d'un chèque, quand les architectes de notre République écrivirent les textes magnifiques de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance, ils signèrent un billet à l'ordre de chaque Américain.
Oui, c'est Il est vraiment évident, contextualisé. On peut... il est évident aujourd'hui que l'Amérique, dit-il, a manqué à cet engagement quant à ses citoyens de couleur. L'Amérique a passé au peuple noir un chèque qui revient marqué sans provision. Alors là, plus pragmatique que ça, il est quand même difficile de faire. Et en fait, ce que demande le mouvement noir, c'est l'égalité. C'est tout. Que le noir puisse, à égalité d'éducation, de formation, puisse lui aussi devenir aussi riche et le même pourcentage de chances, dirais-je, de devenir un riche capitaliste. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué. Nous avons aujourd'hui aux États-Unis une classe noire, je dirais, qui s'est magnifiquement bien intégrée et qui pratique le capitalisme d'une manière absolument merveilleuse. Et je me souviens qu'aujourd'hui, oui, ça n'a pas gêné, donc c'était le fils Bush, je pense, d'avoir comme ministre des Affaires étrangères donc une secrétaire d'État Condoleezza Rice, voilà, qui n'était pas la plus facile du genre et qui était un personnage de couleur, et d'avoir aussi un peu plus tard, il y a eu le chef d'état-major américain qui était le général donc Powell, je pense, qui était également donc de couleur. Donc voilà ce que demande Martin Luther King. Mais encore une fois, il avait bien sûr raison. La ségrégation était un scandale. Le régime que vivaient les Noirs américains dans le sud des États-Unis était absolument affreux. Rappelons tout de même la chanson aussi de Billie Holiday sur ces arbres qui portent comme fruit simplement les corps des lynchés, des Noirs américains lynchés qui pendent aux branches des arbres. Est-ce que tu auras encore d'autres passages C'est-à-dire que l'autre passage également, donc, dans lequel il parle bien sûr de dignité et de justice, mais il y a un passage qui est relativement important. Donc nous ne saurons être satisfaits tant que nous ne pouvons pas laisser nos corps fatigués se reposer dans les motels des routes, ni les hôtels des villes. Nous ne saurons être satisfaits tant que les Noirs ne peuvent bouger que d'un petit ghetto à un ghetto plus grand. Nous ne saurons être satisfaits tant qu'un Noir en Mississippi n'a pas le droit de voter et qu'un Noir à New York ne voit pas pour lequel il peut voter. Vous avez daté la distinction. Non, nous ne sommes pas satisfaits et nous ne serons satisfaits que le jour où la justice se déchaînera comme les eaux et que la rectitude sera comme un fleuve puissant. Vous voyez que Martin Luther King pouvait faire preuve d'un lyrisme. Et il parlera plus tard, donc le rêve américain, fraternité, liberté, justice, mais dans le cadre américain. Si je peux me permettre d'ailleurs, le mouvement qui m'a paru, moi, le plus subversif finalement, ça a été le mouvement hippie. Le mouvement hippie, lui, s'en est pris aux valeurs, je dirais, du monde américain. Donc, en remettant en cause le principe de fonctionnement capitalistique de la société américaine. Par abord, en tout cas, ce n'est pas un hasard si dans le film Easy Rider, qui voit donc la randonnée de ces deux jeunes motards, hippies, eux, ils se font abattre. Vous me direz que Martin Luther King, lui aussi, s'est fait abattre. Donc, et tout ce qui représentait des mouvements dits de gauche à l'échelle américaine, les frères Kennedy, Martin Luther King, se sont fait abattre. Mais les hippies, eux, en tant que jeunes, anonymes, quelque part, se font abattre. C'est aussi une image très forte du film Easy Rider. Les hippies, eux, il fallait absolument les détruire. Pas d'objection à ce que les Noirs américains deviennent des Américains comme les autres, en tout cas dans le Nord. Je crois plutôt que tu voudrais maintenant évoquer une figure de révolté qui te tient particulièrement à cœur. Alors pourrais-tu nous la présenter et par la même occasion pourrais-tu nous préciser la vision politique de l'auteur du roman que tu vas nous présenter maintenant, qui est Don Pierce. Alors la figure, donc oui, je me suis tourné comme figure de révolté vers un personnage de fiction plutôt qu'un personnage historique comme certains que j'ai cités donc, tout à l'heure, parce que bon, le choix aurait été subjectif. Tu me diras, si je puis me permettre de tutoyer, que celui-ci l'est tout autant. Hein. Je te tutoie depuis le début de l'émission. Il s'agit donc, je suis intimidé. Voilà. Il s'agit donc de Luc la main froide,
qui est donc le titre d'un roman et dont plus tard on a tiré donc un film. Alors, l'écrivain, Don Pierce, c'est un de ces auteurs américains que j'aime, un peu comme un Bunker. J'en aime beaucoup des auteurs américains, donc je suis un fanat quand même de polar. Et Don Pierce, c'est l'auteur d'un livre d'ailleurs, donc écrit en 65. Le film sera donc réalisé donc en 68. Et Pierce va tirer profit de son expérience personnelle, comme Bunker d'ailleurs le fera aussi, Edward Bunker, puisqu'ils ont tous les deux vécu donc l'univers pénitentiaire, et au travers de cette expérience, il va nous décrire ce qu'est un pénitencier aux États-Unis et ce que sont les vies de ceux qui s'y trouvent, que ce soit du bon côté les matons, le monde de la répression, que ce soit du côté évidemment des hôtes involontaires, je dirais, qui sont donc les condamnés. C'est intéressant parce que, à l'opposé, ça je tiens à cette distinction quelque part. Donc j'aime aussi, par exemple, quelqu'un comme Ellroy. Mais à l'opposé d'un Ellroy, ce que font Pierce et Bunker, c'est la description d'un système destructeur qui avilit l'homme, qu'il soit du bon côté ou du mauvais côté de la barrière. Donc c'est un système. Et donc là, ils ont une vision, je dirais, quelque peu plus politique qu'un Ellroy, qui nous décrit, lui, le monde effrayant de brutalité donc, de Los Angeles, mais au travers des vices personnels des individus. Que ces vices soient ceux de l'alcool, de la perversion sexuelle, de la volonté de puissance par l'acquisition de pouvoir, etc. Mais ce sont des parcours individuels. Il n'y a pas tellement de critique sociétale, à mon sens. Encore une fois, d'autres pourraient contester ma vision des choses. Donc, chez Ellroy, il y a une vision de critique sociétale chez Pierce et chez Edward Bunker. Eh bien, justement, est-ce que tu pourrais planter le décor de ce roman? Et par décor, je veux dire de nous expliquer un petit peu où l'on se trouve et quels sont les différents acteurs que l'on trouve sur le terrain. Alors, le lieu, c'est très simple. Donc, c'est un pénitencier qui se trouve à l'extrême pointe du sud de la Floride. Un pénitencier qui s'appelle le 93. Ça m'a assez amusé. Oui, évidemment, puisque, quand on pense au 93. On pense au 93, ou au 9 cubes, comme on dit dans la banlieue française maintenant, donc à savoir la Seine-Saint-Denis, donc le département dit le plus criminogène donc, de la métropole en France, bien évidemment. Donc on est là, donc, dans ce pénitencier. On y applique un système que l'on appelle le chain gang. Le chain gang, et peut-être certains d'entre vous ont vu des documentaires sur les pénitenciers américains, les condamnés se trouvent toujours à la chaîne. Donc ils se baladent les pieds, donc les jambes entravées, avec un boulet au pied, donc pour éviter évidemment toute tentative d'évasion. Il y a aussi que chaque geste que chaque condamné va faire sera contrôlé sans cesse par ce qu'on appelle les matons, voire aussi les capots, un petit peu donc les prisonniers qui ont monté d'un stade et qui sont en quelque sorte les délateurs, mais qui sont ceux qui distribuent la nourriture, enfin bref, qui peuvent se permettre aussi d'agrémenter un petit peu leur ordinaire en se laissant corrompre par-ci, par-là, mais qui sont souvent donc plus cruels que les matons véritables. Alors, mon cher André, nous nous étions arrêtés donc dans l'analyse, c'est un bien grand mot de ce roman, et tu nous avais, dans un premier temps, expliqué un petit peu comment, où ça se trouve, où ça se situe, et ensuite, tu nous avais expliqué le système du chain gang. Alors maintenant, tu allais aborder le problème plutôt, nous expliquer quels sont les acteurs qui interviennent dans ce roman. Je crois qu'il y en a plusieurs catégories. Bien évidemment, donc, et je dirais quelqu'un qui a un minimum de logique pourrait lui permettre de les citer. Hein. Donc il y a bien sûr tout d'abord, grosso modo, les matons, donc les gardiens.
et dans tout le roman, on les appelle boss. Donc ce sont des bons hommes primaires, mais je dirais même moins que primaires, qui se baladent toute la journée, fusil à la main, la matraque qui bat donc le long des jambes, abétis par le système. Et on se dit que finalement, donc, ils n'ont pas plus de valeur, je dirais, que ceux qu'ils surveillent. Et c'est simplement le hasard, sans doute une rencontre qui a fait que la pièce est tombée pour eux du bon côté. Encore que, m'a-t-on, dans un pénitencier, dans le trou du cul de la Floride du Sud, ça n'est pas, je dirais, l'idéal d'existence. Le roman va s'attacher à en dépeindre un qui s'appelle le Walking Boss, donc le boss Godfrey, et qui lui donc a comme particularité qu'il se balade avec un chapeau, un Stetson noir et des lunettes. Jamais on ne verra ses yeux. D'ailleurs, on sait que c'est un tireur d'élite aussi. Et pour les forçats, comme le dit Pierce, ses yeux n'ont que le reflet que renvoient ses lunettes sans teint. Et ce bonhomme se balade le long de la colonne de forçat lorsqu'il travaille aux travaux de terrassement le long des routes. Il va, il remonte, il descend, donc la colonne, en aboyant de temps en temps un ordre, mais le plus souvent, c'est un geste avec sa canne qui symbolise l'ordre. Et alors, les bagnards maintenant? Les bagnards, eux, donc passés, donc toujours évidemment misérables, effrayants, et seul évidemment, je dirais, le minimum d'intelligence, de malice me permet aux faibles de résister aux forts. Et ici donc Pierce, lui, a deux personnages principaux, qui est tout d'abord le narrateur qui s'appelle Sailor et qui sera en quelque sorte le chroniqueur, auquel un autre bagnard qui s'appelle Drackline. Drackline, c'est, je dirais, l'équivalent d'un terme comme Caterpillar. On l'appelle comme ça parce que c'est un type d'une force herculéenne, et qui sera donc le dernier compagnon de Luc. Alors tout à l'heure, tu as évoqué les capots aussi. Alors les capots, eux, ce sont les bagnards qui ont obtenu de rendre quelques menus services comme distribuer donc la nourriture, faire le dernier appel du soir, etc. Ce sont donc des bagnards également, mais qui ont obtenu ce petit avancement qui les rend encore plus cruels, je dirais, que les gardiens en eux-mêmes, parce qu'évidemment, ils veulent conserver ce statut privilégié, surtout pas retomber, évidemment, au niveau de leurs camarades d'infortune. Et alors, est-ce que tu pourrais nous décrire la journée type, parce que je crois qu'il n'y a que des journées types pour ces gens-là, à moins que tu aies... Peut-être, je crois qu'il y a des journées qui ne sont pas tout à fait types, hein. On en parlera peut-être tout à l'heure à un moment donné. La journée type, donc, dans ce pénitencier. Alors la journée type se fait à coup d'aboiement, parce que c'est comme ça qu'il faut parler. Donc au matin, l'appel des cuisiniers, capots donc notamment. Ensuite, il y a l'appel des enchaînés, avec pour eux la manière de devoir s'habiller tout en ayant aux pieds, encore une fois, les pieds et les jambes entravés. Donc ils doivent arriver à s'habiller, donc malgré tout ceci. Des cloches, des coups sur les barreaux, comptage individuel. Comptage alors des groupes qui vont partir le long de la route pour se livrer donc aux travaux de terrassement dont j'ai parlé, et départ donc des camions. Ce que Pierce décrit d'une manière mais vraiment au scalpel, donc sans tomber un petit peu dans ce côté parfois trop narratif des polars français à la Fred Vargas par exemple, mais ce qu'il décrit vraiment c'est ces cris. Il nous dit que les bagnards avancent sur la route, brûlés par le soleil, harcelés par les insectes, piqués par les ronces, parfois mordus par les crotales. On est donc en Floride, donc je le rappelle. Et alors pour chaque geste, s'ils enlèvent un vêtement, ici j'enlève, boss. Oui, répond le boss, c'est bon, vas-y, enlève, enlevez, boss. Se débarrasser d'un piquant, ici je les arrache, boss. Oui, c'est bon, arrache-les, arrachez, boss. Pour boire, même chose. Ici je bois, boss. Oui, bois un coup, vas-y, j'ai bu, boss. Il faut se rendre compte que la file comporte une cinquantaine de gars et ces appels se répètent toute la journée, et notamment pour satisfaire un besoin. Vous goûterez l'humour. Ici je déverse, boss, c'est bon, déverse. Ici je reviens, boss, c'est bon, à ta place. Et ainsi. Et le soir, bien sûr, c'est la procédure inverse, toujours cri, etc., etc. Alors, on arrive maintenant au personnage central du roman qui est Luc. Alors Luc, oui, personnage assez particulier, qui arrive là à la suite de quoi? Donc Luc, en fait, est un héros de guerre, donc de la guerre
la Deuxième Guerre mondiale. Il est bardé de décorations. Il faut lire ce livre où on nous explique le problème de Luc, qui à un certain moment, soldat d'élite, qui tue, qui se livre à des atrocités, à également des actes de viol, etc., etc. Et puis un beau jour, un déclic se fait chez Luc et qui se demande, une fois démobilisé, mais ciel, comment est-il possible qu'au nom des valeurs du bien, j'ai dû poser autant d'actes représentatifs du mal? Et là, cela va devenir en quelque sorte le problème de Luc. Il en revient totalement donc déboussolé par cette interrogation qui le poursuit. Et lorsqu'il arrive aux États-Unis, il ne supporte pas, par exemple, que l'on le poursuive pour des infractions de type roulage. Donc un beau jour, notre ami Luc se fait donc interpeller pour une amende de stationnement donc non autorisée. Et que va-t-il faire? Sa réaction. Il va donc se munir d'un marteau-piqueur et il va s'amuser à décapiter tous les parcs-mètres qu'il rencontre dans la ville. Il va de soi qu'au bout d'un certain moment, au début, on croit que c'est évidemment un travail dans des ouvriers, etc., de municipaux qui est chargé de ça. Il va de soi qu'à un certain moment, la supercherie va être découverte, une poursuite rocambolesque, et Luc va être condamné à 2 années de pénitencier au pénitencier 9-3, donc dans ce trou du cul de la Floride du Sud, je le répète. Immédiatement, lorsque Luc va arriver, cet épisode de condamnation avait fait l'objet d'un petit articulé dans les journaux, et immédiatement va nous dire c'est l'heure, et je cite, c'est alors que je l'ai vu, Lloyd Jackson, qui est le nom de Luc. Lloyd Jackson était assis là, assis sur le banc, un léger sourire flottait sur ses lèvres, c'est grâce à ce sourire que je l'ai reconnu. Et Saylor continue, il regarde Luc et il dit, je voyais bien que Jackson, assis là-bas, analysait le système, ce que je vous ai décrit donc tout à l'heure. Il faut dire que vous avez entendu donc cette succession d'ordres. Chaque fois qu'un ordre était méconnu, la punition c'est à la boîte. La boîte étant un cachot qui se trouve en quelque sorte sous le niveau du sol. On est en Floride du Sud, je vous rappelle. Il peut être submergé par des vagues, peut-être le sable peut l'envahir. Le gars passe là donc une nuit et une journée dans ce cachot à la moindre contravention donc au système. Et nous dit Saylor, Jackson silencieux, immobile, sauf les yeux, regarde. Je n'arrêtais pas d'observer Jackson. Il y avait quelque chose dans sa façon de tenir sa tête et de tenir sa cigarette, et je savais qu'il serait toujours sous le feu tant qu'il serait ici. Il était intelligent et il n'avait pas peur, ce qui signifiait que les hommes libres, donc Capot et autres, Capot et Maton, etc., lui tomberaient dessus dès le début. Et pas seulement ça, il y avait ce sourire. Voilà en quelque sorte le personnage qui se retrouve au camp 9-3. Et alors maintenant, évidemment, se pose le problème qui est au cœur du thème de ce soir, la révolte. Comment Luc en arrive-t-il à se révolter et de quelle manière? Tout d'abord, Luc, la main froide. Pourquoi la main froide? Parce qu'en toutes circonstances, il garde son calme. Il a, je dirais, sa phase d'observation de tout le système qui va durer un certain temps. Et puis par une série d'actes un petit peu symboliques au sein donc, de la communauté donc, des bagnards, il va en quelque sorte s'imposer comme une figure centrale pour eux. Donc Luc est quelqu'un qui n'a pas une force physique particulière, il a une résistance physique hors norme, il n'a pas une force physique particulière, il a une force mentale qui évidemment dépasse, je dirais donc de loin, le niveau de ses compagnons. Et il va devenir en quelque sorte un personnage central. Donc son premier travail, ça va être de devenir ce personnage central. Et ensuite, la révolte. Et la révolte ça sera en plusieurs phases, je crois. En plusieurs phases. Voilà, c'est ça. D'abord symbolique. Ce sourire qui ne s'efface jamais de ses lèvres. Son calme et le regard. Je l'ai dit, théoriquement, les bagnards ne peuvent pas regarder. Donc, ceux qui les surveillent. Luc aura toujours ce petit sourire gentil, mais qui est narquois,
et le regard toujours vers l'un ou l'autre des matons. Son compagnon, Sailor d'ailleurs, le dit, je lui ai donné un avertissement, fais attention, tôt ou tard, tout ça tournera mal. Deuxième acte de la révolte, après être devenu ce personnage central et celui que tout le monde regarde finalement, que ce soit les bagnards et les matons, Luc, dans l'exécution de son travail, ce chain gang dont on a parlé, devient le chef de file de son groupe de bagnards. Et progressivement, je l'ai dit, les matons font l'aller-retour du début de la file à la fin de la file sans cesse pour observer. Il va, grâce à cette résistance physique, imposer un rythme qui au départ déplaira à ses compagnons, mais qui vont comprendre, avec leur intelligence, je dirais, toute naturelle, vont comprendre le jeu, et finalement ce sont les matons qui se retrouvent à suivre les bagnards. Ils ne doivent plus les commander pour les faire avancer, ils doivent presque courir pour rester sans cesse à leur place dans ce travail lourd, difficile, exténuant de défrichage et de terrassement donc, des routes. Quelque part donc, il arrive à inverser, je dirais, le rôle de tous ces participants à cette pièce dramatique quand même, il faut bien le dire. Un beau jour aussi, j'ai parlé de Walking Boss, j'ai parlé des cannes des surveillants. Walking Boss va poser sa canne par terre parce qu'il a envie de... Il tire, je crois, une bête, un gibier qui passe par là. Donc tout le monde est impressionné par le tir. Et Walking Boss, content, marche, et Luc s'en va très tranquillement ramasser un objet symbole, c'est-à-dire la canne de Walking Boss. Il lui ramènera gentiment, Boss, vous avez oublié votre canne. Ça, c'est un geste qui peut nous paraître anodin, et qui, dans cet univers concentrationnaire, est presque une atteinte, presque une injure à l'autorité. Son compagnon, Sailor, lui dira encore une fois, fais attention, ça va aller mal. Il y aura encore différents actes, ça c'est la révolte, je dirais, symbolique, donc de notre ami Luc. Je vais passer là-dessus, lisez le roman, je vous assure, il en vaut la peine. Ça c'est la révolte symbolique, premier acte. Je te laisse continuer, parce que tu as un tel talent de narrateur que je préfère ne pas te couper dans le fil de ton récit. Il y aura alors la phase 2, qui sera de la part de Luc une évasion. Luc va arriver donc par un système de nouveau tout à fait particulier que vous découvrirez, à s'enfuir du pénitencier, et tout le monde part évidemment à sa poursuite. Luc est aussi un pisteur, et c'est-à-dire qu'il a les trucs, appelons ça comme ça, pour en quelque sorte désorienter les chiens. Il va tourner l'un des capots d'ailleurs qui est à sa poursuite. Les capots, donc vous vous rendez compte, participent quelque part à la poursuite, qui est le dresseur de chiens. Et par un système, le chien, animal qui n'est pas toujours aussi intelligent que celui dont je suis l'heureux propriétaire, mais le chien du pisteur va s'épuiser dans la poursuite et le pisteur va revenir avec son chien, le cœur éclaté. Hélas, Luc va quand même se faire reprendre, parce qu'il sera simplement repéré par non pas les surveillants, mais par un officier de police tout à fait ordinaire, et il va évidemment se retrouver dans la boîte, ce fameux cachot. Il y restera quelque temps. Au retour, il y aura de nouveau un acte de défi de sa part, donc au moment où il devra reprendre sa place dans la chaîne de prisonniers pour s'en aller travailler donc, aux travaux du jour. On le croit guéri, oui. Et que non, Luc va se livrer à une deuxième évasion. Et là, vraiment, il tourne. Ça vaut la peine que j'explique cela en 2 mots. Tout simplement, je vous ai dit, lorsque les bagnards doivent déverser, c'est-à-dire satisfaire un besoin naturel, ils doivent le demander. Luc le demande, il s'en va, on l'autorise à aller, et le Walking Boss lui dit, tu vois ce buisson? Tant que je vois le buisson bouger, c'est bon. Si je vois le buisson s'arrêter, je tire dedans. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Luc s'est emparé d'une pelote de laine d'à peu près une quarantaine de mètres, et que Luc va s'éloigner tout doucement du buisson, tout en continuant à secouer, et puis à un certain moment,
Le buisson ne bougera plus parce que Luc là part dans la forêt. Le walking boss tire dans le vide, évidemment, et on se découvre, sous les applaudissements des bagnards, que Luc a réussi sa deuxième évasion. Ben, réussite toute momentanée, puisqu'évidemment, il va à nouveau être repris. Et cette fois, il y a un avertissement, menace finale du walking boss, après la répression dont Luc fera l'objet. Une de plus, une évasion de plus. Je te dis, je te tue. Et pendant tout un épisode, on verra que Luc se soumet. Et on verra même la phase de découragement au sein de tous ses compagnons, dont il était devenu quelque part le symbole de l'opposition, qui se disent, ça y est, ils l'ont eu, ils l'ont abattu, ils l'ont tué, cette personnalité qui était celle de Luc. Ses compagnons n'en croient pas leurs yeux. Ils se trompaient, tous se trompaient. Luc, après cette période de soumission de quelque temps, se voit, lui, attribuer avec son camarade Dragline, donc le costaud dont j'ai parlé en début, une mission de ramener des outils dans la cuve du camion. Que se passe-t-il? Il a réussi à subtiliser, je ne sais trop comment, par un stratagème décrit, les clés du véhicule. Il en a un double. Ils arrivent, ils déversent des outils, ils sautent tous les deux dans le camion et ils partent sous les vivas et les applaudissements de tous leurs compagnons. Acte ressenti comme une victoire, par tous les forçats, le système n'a pas gagné. Mais Luc et Dragline seront encerclés dans une petite chapelle. Il faudra peut-être revenir sur le rôle de cela tout à l'heure. Et de la communauté noire. Et à un certain moment, Walking Boss lui criera, alors que tout le monde s'attend à ce qu'ils sortent tous les deux, je dirais, de la chapelle pour se rendre. Walking Boss lui dira, Luc, sors de là, c'est le bout de la route. Luc va à la fenêtre. Et ce coup de fusil final qui le tue. Et c'est le début de la légende de Luc la main froide. Pour ne pas risquer de l'oublier, tu viens de dire à l'instant que tu souhaitais revenir sur cette petite chapelle de la communauté noire, autant le faire tout de suite, à moins que ça intervienne plus tard dans ton explication, je ne sais pas. Non, ça peut, non, simplement, c'est pour dire que tout le récit de Don Pierce, le roman, débute tout simplement par la narration de l'histoire de Luc, oui, par notamment Sailor, oui, et Dragline. Il raconte l'histoire. Il la raconte quand, l'histoire de Luc, quelque temps après que tout ceci se soit passé, parce qu'ils sont près de la chapelle et tout le groupe de forçats est assis pendant le petit quart d'heure de repos auquel ils ont droit de temps à autre. Ils sont tous là et à ce moment-là, chaque fois, on demande à Dragline, qui se fait d'ailleurs payer par certains petits avantages de la part de ses compagnons, de raconter l'histoire de Luc. La légende de Luc prend forme. Sa révolte, cette révolte bien sûr qui est un échec, révolte quelque part qu'on pourrait rapprocher de la révolte nihiliste, mais la révolte de Luc a jeté ses germes. On en parle, non, le système ne gagne pas toujours, non, on peut se révolter, non, on peut regagner une part de dignité en disant non. Et c'est ça la leçon, évidemment, du roman de Don Pierce. Le système peut nous tuer physiquement, il ne tue pas l'idée. L'idée, elle reste là, l'opposition est possible. Et finalement, Luc, c'est ou ce n'est pas un révolté? Pour moi, il est évidemment un révolté. Ce n'est pas évidemment le révolté peut-être tel que nous le connaissons, mais c'est quelque part le révolté aussi un peu, je dirais, je viens de le dire, un peu nihiliste. Je ne vais pas le rapprocher des anards du début du XXe, du mouvement anarchiste russe, mais enfin, il a quelque chose qui y participe, Luc. C'est la révolte d'un désespéré, mais c'est aussi une révolte pour la dignité, pour dire non au système. Ce système ne m'abattra pas. Il ne peut m'abattre qu'en m'anéantissant physiquement, ce qui sera le cas, mais Luc continue à voler dans l'esprit de ses camarades. Je crois que les auditeurs ont écouté avec beaucoup d'intérêt le récit que tu as fait, donc du roman de Don Pierce, mais je crois qu'il serait peut-être utile, avant de poursuivre un petit peu notre conversation, peut-être de dire quel est l'éditeur en français
de ce roman? On le trouve en poche maintenant, en pocketbook? On ne le trouve pas en poche. Alors, j'ai essayé de le trouver cet après-midi encore, parce que malheureusement, il se trouve dans une caisse à l'occasion d'un déménagement. Et donc, voilà, il coûte 21 €. Et on le trouve encore, il est disponible en librairie, mais il n'est pas en stock dans les magasins même, il faut le commander. Tu connais l'éditeur? L'éditeur, je ne le connais pas. Mais c'est Luc La Main Froide, roman, Luc La Main Froide, c'est ça. Roman donc de Don Pierce, P-E-A-R-C-E. Vous le demandez par téléphone, tout de suite on vous dit oui, si vous voulez. Donc manifestement. Il n'est pas épuisé. Il n'est pas épuisé. Il a été curieusement traduit il y a très peu de temps. Hein. Donc il y a un an ou deux sans doute qu'il a été traduit donc en français. En français. Il y a aussi une chose que je dois dire, c'est que Don Pierce donc a participé donc à la réalisation du film. Il y a seulement un détail qui l'a choqué, c'est le choix de l'acteur principal que moi j'aime beaucoup, qui était Paul Newman. Il a trouvé qu'en choisissant Paul Newman, le réalisateur, le metteur en scène et la maison de production, bien évidemment, participaient un petit peu au star system. Il aurait préféré un acteur moins idéal, je dirais. Donc, mais non, on a voulu en quelque part sanctifier, je dirais, Luc. Or, Don Pierce ne veut pas sanctifier Luc. C'est le personnage de la révolte. C'est cela qui ça. Est-ce qu'on a une idée de l'audience du livre et du film à la fin des années 60? C'est un film culte. C'est ça. C'est un film culte. Il a participé à tout le mouvement. Donc, le roman 65 est vraiment accueilli par toute la critique américaine. Le film sera également donc bien accueilli malgré la critique qu'on aura fait pire sur le choix de l'acteur principal. Mais le film, là aussi, sera un film culte aux États-Unis. Moi, je l'avais vu à l'époque et il m'avait vraiment... C'est un film qui participe de mon adolescence. Et le livre, il m'avait frappé. Et le livre, je dirais que souvent, on est déçu parfois, soit par le film, soit par le livre. Je dirais que... En général, on préfère le livre. En général, on préfère le livre. Parce qu'il y a toute l'imagination qui peut se projeter. Ici, je dirais que je trouve que le film a... a des qualités... bien respecté vraiment donc le... Et il a des qualités esthétiques aussi, ou je ne sais pas. Enfin, le livre a pour moi le film maintenant, je dis le film. Le film pour moi est un film sans doute qui ne participe pas à l'histoire du cinéma. Il n'y a pas là de nouveauté cinématographique en elle-même. Mais il y a de beaux plans, parce qu'il y a moyen de faire de belles choses, j'imagine, quand on se trouve avec des bagnards comme ça. Non, il a gardé une certaine sobriété. Sobriété, c'est ça, c'est ça. Alors, je voudrais maintenant, à la fin de notre conversation, que nous écoutions Dostoïevski dans les Frères Karamazov, parce que Dostoïevski, mystique chrétien, met en scène l'éternel dilemme du chrétien face à l'injustice dans un chapitre qu'il intitule justement La révolte. Je vais vous donner la référence pour les auditeurs qui souhaiteraient retrouver ceci. Alors, j'ai devant moi l'édition de poche, le tome 1, et ça se trouve dans le livre 5 qui s'intitule Pro et Contra, donc pour et contre, à la section 4, ce chapitre, donc ce sous-chapitre s'intitule La révolte. Dans l'édition de poche, c'est donc page 278 à 289. Je replace un petit peu le passage que je vais lire dans son contexte. En fait, il s'agit d'un épisode qui est relaté par Ivan, qui s'adresse à Alyosha Karamazov, et Ivan explique à Alyosha que il y avait eu dans le passé, donc au début du 19e siècle, un grand propriétaire foncier qui avait vu un de ses chiens préférés blessé par un petit cerf qui n'avait que 8 ans. Il faut rappeler quand même que le servage existe en Russie jusqu'en 1861. Il est aboli par le tsar Alexandre II. Et furieux, le propriétaire foncier, qui est un militaire par ailleurs, le lendemain a demandé à ce petit garçon
de se dépouiller de ses vêtements sur la place du village et devant l'ensemble des villageois lui a demandé de courir. Et effectivement, c'est assez épouvantable. Il organise à ce moment-là une chasse à courre qui ne va pas durer longtemps, vous l'imaginez, puisque ce petit garçon se met à courir tout nu dans, je ne sais pas si c'est la toundra, la steppe, enfin peu importe, et le seigneur foncier jette à ce moment-là ses chiens sur ce petit garçon qui va être déchiqueté et mangé par les chiens. Et alors voici la réflexion de Ivan qui s'adresse à Alyosha. Crois-moi, Alyosha, il se peut que je vive jusqu'à ce moment où que je ressuscite alors et je m'écrierai peut-être avec les autres en regardant la mère embrasser le bourreau de son enfant. Tu as raison, Seigneur, mais ce sera contre mon gré. Pendant qu'il est encore temps, je me refuse à accepter cette harmonie supérieure. Je prétends qu'elle ne vaut pas une larme d'enfant, une larme de cette petite victime qui se frappait la poitrine et priait le bon Dieu dans son coin infect. Non, elle ne les vaut pas, car ces larmes n'ont pas été rachetées. Tant qu'il en est ainsi, il ne saurait être question d'harmonie. Or, comment les racheter? C'est impossible. Les bourreaux souffriront en enfer, me diras-tu. Mais à quoi sert ce châtiment, puisque les enfants aussi ont eu leur enfer? D'ailleurs, que vaut cette harmonie qui comporte un enfer? Je veux le pardon, le baiser universel, la suppression de la souffrance. Et si la souffrance des enfants sert à parfaire la somme des douleurs nécessaires à l'acquisition de la vérité, j'affirme d'ores et déjà que cette vérité ne vaut pas un tel prix. Je ne veux pas que la mère pardonne au bourreau. Elle n'en a pas le droit. Qu'elle lui pardonne sa souffrance de mère, mais non ce qu'a souffert son enfant déchiré par les chiens. Quand bien même son fils pardonnerait, elle n'en aurait pas le droit. Si le droit de pardonner n'existe pas, que devient l'harmonie? Y a-t-il au monde un être qui ait ce droit? C'est par amour pour l'humanité que je ne veux pas de cette harmonie. Je préfère garder mes souffrances non rachetées et mon indignation persistante, même si j'avais tort. D'ailleurs, on a surfait cette harmonie. L'entrée coûte trop cher pour nous. J'aime mieux rendre mon billet d'entrée. En honnête homme, je suis même tenu à le rendre au plus tôt. C'est ce que je fais. Je ne refuse pas d'admettre Dieu, mais, très respectueusement, je lui rends mon billet. Mais c'est de la révolte, prononça doucement Alyosha, les yeux baissés. De la révolte? Je n'aurais pas voulu te voir employer ce mot. Peut-on vivre révolté? Or, je veux vivre. Réponds-moi franchement. Imagine-toi que les destinées de l'humanité sont entre tes mains et que pour rendre définitivement les gens heureux, pour leur procurer enfin la paix et le repos, il soit indispensable de mettre à la torture ne fût-ce qu'un seul être, l'enfant qui se frappait la poitrine de son petit poing, et de fonder sur ses larmes le bonheur futur. Consentirais-tu, dans ces conditions, à édifier un pareil bonheur? Réponds sans mentir. Non, je n'y consentirai pas. Alors peux-tu admettre que les hommes consentiraient à accepter ce bonheur au prix du sang d'un petit martyr? Non, je ne puis l'admettre, mon frère, prononça Alyosha, les yeux étincelants. Tu as demandé s'il existe dans le monde entier un être qui aurait le droit de pardonner. Oui, cet être existe. Il peut tout pardonner, tout et pour tout, car c'est lui qui a versé son sang innocent pour tous et pour tout. Tu l'as oublié. C'est lui la pierre angulaire de l'édifice, et c'est à lui de crier
Tu as raison, Seigneur, car tes voies nous sont révélées. Alors André, après ce dialogue entre les deux frères Karamazov, je voulais te demander si tu souhaitais réagir, parce que c'est intéressant me semble-t-il, il m'a semblé intéressant de lire ce passage d'un grand auteur russe après avoir entendu le roman ou le résumé que tu en as fait de Don Pierce. Mais tu te rends bien compte, Jean-Michel, que cet extrait, tout magnifique sur le plan littéraire, est à l'opposé complet de ce que j'ai essayé de développer dans ce petit travail sur la révolte. Où est la réaction? Où est la révolte des protagonistes que tu viens de citer? Elle n'est nulle part. Donc je crois que cette notion se rapproche un peu de celle un petit peu orientaliste sur l'harmonie, donc le karma. Donc l'individu doit respecter l'harmonie générale, et s'il ne respecte pas cette harmonie, eh bien il sera tôt ou tard châtié dans une vie future. Ici, le petit garçon n'est pas châtié dans une vie future, il est châtié de son vivant horrible. Donc je ne peux pas accepter le raisonnement ici qui est tenu donc par le protagoniste principal. La révolte, elle se nourrit, elle doit être active, elle doit se caractériser par des actes, elle ne peut pas se contenter de faire appel à des références, je dirais, plus intellectuelles ou intellectualisantes ou esthétisantes. La révolte, elle se vit, elle se nourrit d'actes au quotidien, d'actes courageux par ceux, encore une fois, qu'un autre russe, donc, que je citais tout à l'heure, Kropotkin a appelé des sentinelles perdues. Ce sont ces enseignants français qui s'opposent à ces injustices, qui n'ont évidemment rien à voir avec celles-là. Mais ce sont ceux qui, tout au cours de leur histoire, se sont opposés. Et par la violence, malheureusement, lorsqu'ils n'ont pas été écoutés. Cette révolte-là, je ne crois pas en la révolte telle qu'elle est décrite ici, pour moi, tout simplement. Compassion, je n'en sais rien. Je dirais finalement déclaration de foi. Mais comme tu le sais, je ne crois pas. Et je crois que tu as trouvé le mot de la fin en disant qu'il s'agissait d'une déclaration de foi. Je crois que tu avais quelques livres à nous proposer en fin de parcours, et j'en aurai moi-même un aussi. Tu m'as dit que tu avais quelques références que tu souhaitais conseiller à nos auditeurs. Oui, alors ceux que cela intéresse un petit peu, notamment sur le mouvement donc, des enseignants, il y a, je recherche ma fiche, j'en ai une, mon cher Jean-Michel, absolument, voilà, je les ai ici. Il y a donc l'ouvrage d'Elisabeth Weissman qui s'appelle La désobéissance éthique, donc chez Stock, et qui relate un petit peu donc les expériences, que ce soit celles des enseignants, celles des gens d'EDF, des services publics, que ce soit celles notamment de ceux qui se sont opposés donc à la répression des sans domicile fixe ou des irréguliers, etc., etc. Donc c'est la description un petit peu donc des expériences pour montrer ce qui est possible, que l'on peut faire des choses. Il y a également un autre ouvrage d'Albert Augier et Sandra Laugier, qui est Pourquoi désobéir donc en politique. C'est aux éditions La Découverte. Et là, il s'agit d'une analyse sur le sens et l'opportunité, voire l'obligation politique de la désobéissance en démocratie, avec de nombreuses références donc, à John Rawls, l'écrivain américain. Et il y en a un troisième, et puis ce sera tout, donc il est un ouvrage d'Howard Zinn, Z-I-2-N, écrivain américain, une référence plus classique, La désobéissance civile en démocratie, qui a été publié chez Agor. Donc, caractéristique de cet ouvrage, en quelques mots, donc c'est une analyse critique à l'égard des systèmes, quels qu'ils soient. Donc, pensons par nous-mêmes, dit donc Zinn, relevons le défi qui nous est lancé. Et je relevais une phrase puisque tu as cité longuement donc, Dostoïevski, je citerai un petit peu Zinn. Ceux qui nous dirigent
font le pari que les opportunités qui sont les nôtres en démocratie nous apaiseront et que nous n'en profiterons pas pour procéder aux changements radicaux nécessaires à l'instauration d'une société juste. Voilà le défi. Merci beaucoup. Moi, je ferai la promotion d'un ouvrage publié l'an dernier, mais qui a été édité en livre de poche il y a quelques mois. Il s'agit d'un roman de Gérard Mordillat qui s'intitule « Rouge dans la brume ». Vous connaissez peut-être Gérard Mordillat. Il a publié déjà plusieurs romans sociaux, un peu dans la veine de Zola, sauf que c'est Zola au XXIe siècle. Il est l'auteur également, le réalisateur de films. Vous avez peut-être vu le film Les vivants et les morts, hein, qui est, comment dirais-je, qui date d'il y a peut-être 2 ans maintenant, et qui est repassé sur les chaînes de télévision il y a quelques mois, et qui relate en fait l'histoire d'une grève dans la région du Doubs, en France donc. Et alors si je vous cite cet ouvrage-ci, parce que c'est intéressant, parce qu'il permet, c'est une étape supplémentaire qui est franchie, je dirais, par Gérard Mordillat. Carvin est ouvrier mécanicien dans une usine du Nord. Sa femme Chantal, qui ne supporte plus la dureté de leur vie, le quitte en emmenant leur fille. Anat, elle, est DRH dans l'entreprise où travaille Carvin. Elle est mariée à un universitaire qui peu à peu se détache d'elle. Rien ne semble devoir rapprocher ces deux êtres. Pourtant, quand l'usine ferme brutalement ses portes, sur décision des actionnaires américains, supprimant ainsi près de 400 emplois, il se découvre au cœur de la tempête. Occupation des locaux par les ouvriers, incendie du stock et du matériel, la révolte gronde, gagnant d'autres sites. Il me reste à terminer cette émission comme à l'accoutumée. Le monde est plongé dans les ténèbres. Dans la nuit, les chats noirs hantent la ville. Même dans les ténèbres, dit-on, la lumière brille.